Bon, les amis, l'heure est grave. Ah si, l'heure est grave. L'heure est grave. Parce qu'on va passer à la pop list. C'est parti. Pop list. Jingle. Dans ma pop list, cette semaine, on a un webtoon. Mais pas n'importe lequel. On a même un trailer. Je vous le partage. Je baisse le son. Je le mets en grand. Hop. On découvre ça et on se retrouve juste derrière. Ah, vous m'avez entendu renifler, j'espère que vous avez kiffé. Alors, il y a pas mal de choses à dire. J'ai vu dans le chat qu'il y a des gens qui étaient déjà dessus. Bon, ça s'appelle Doom Breaker. Ok. Et visiblement, alors le titre original, donc c'est sur Webtoon, c'est... attends, Doom Breaker. Ça a sonné chez moi. Ça a sonné chez moi. Tushinjon Sengi. Tushinjon Sengi, donc Doom Breaker, et du coup c'est un webtoon qui cartonne. Mais j'ai des réserves. J'ai des réserves parce que... Merci Dr Blow pour le subprime, merci beaucoup, j'ai vu ton message. Écoute, je t'envoie toutes mes pensées les plus positives. Voilà, je t'envoie absolument tout mon courage dans cette épreuve. Et évidemment, profitez de vos proches. Aimez-les et dites-leur. Donc, Doombreaker, c'est un webtoon assez récent qui raconte l'histoire du dernier survivant de l'humanité. Bon, déjà, on est dans un scénario post-apocalyptique, ok ? Le man s'appelle Zephyr. Et bah, il a perdu. Voilà, je vous spoil pas, c'est le synopsis. Il a perdu. Il est vaincu. Il est vaincu. La guerre contre les démons, c'est une défaite, c'est un échec. Au revoir. Et du coup, je suis désolée, mais moi, le chara-design et l'histoire, j'étais en mode, oh non, vas-y, solo leveling, encore quoi. Exactement, Aiden. J'ai eu cette sensation que parce que solo leveling a cartonné, j'ai l'impression qu'il n'y a que ça, quoi. On a un deuxième trailer. Du coup, on va se le mettre. On va donner sa chance. Bon. La guerre entre les humains et les démons ont déchiré le monde. Zephyr se tient seul, je peux le temps de lire. La victoire est à moi. Oh non. Après avoir perdu la bataille finale, j'ai pas lu assez vite. Il meurt. Cependant... sur l'insistance des dieux, on lui donne une deuxième chance. Allez, fais de ton mieux. Oui, bah, excusez-moi, mais le plus grand guerrier de l'humanité se relève. Alors que Tartare, le seigneur des démons, je peux le temps de lire. Un jouet des dieux? Ah, ou un héros qui va changer le monde. Allez tous vous faire foutre, putain. C'est la pire voix off sur cette seconde guerre. Doombreaker, bientôt dans vos salles. C'est terrible, c'est la pire VF. C'est la pire VF. Mais bon, est-ce que ce deuxième trailer vous a convaincu?
Moi, j'étais vraiment en mode... bon, est-ce qu'on n'est pas encore sur un héritier de Solo Leveling est-ce que finalement ça reprend pas exactement les mêmes codes? Voilà. Du coup, tu fais la voix sans effet, c'est top. Ah mais il n'y avait pas d'effet, hein. Il n'y avait pas d'effet. Alors dans le chat, je vois qu'il y en a qui disent vraiment il faut suivre, d'autres qui disent bof. Je sais pas. Honnêtement, moi je suis pas hyper convaincue. Voilà, il y a plusieurs médias qui ont fait des articles là-dessus. Doombreaker, est-ce le nouveau Solo Leveling? Principe de personnage principal bien supérieur à ses adversaires. Repris encore une fois dans un des mangas du moment. Manhwa, s'il vous plaît. Il s'agit de Doombreaker. Voilà. L'humain Zéphyr, dernier survivant de l'humanité, se fait détruire par Tartare, le dieu des démons. À sa mort, il est ressuscité par les dieux de l'Olympe. Bien diverti par sa ténacité et son combat, il décide de lui donner une seconde chance et l'envoie 10 ans en arrière. S'il perd toutes ses compétences au combat, il garde en mémoire les souvenirs de sa vie d'avant et récupère des dons de Dieu pour pouvoir prétendre à combattre le dieu des démons. Et il fait le serment de sauver l'humanité et de prendre sa revanche sur Tartare, mais aussi sur les dieux. Bon. Reza va te druide si tu lui en parles. En vrai, je vais en parler parce que c'est quand même noté 8,5 sur 10, ce qui est très honorable. Mais ça témoigne quand même du fait que les gens ont besoin de voir un peu autre chose. Alors, je vous ai fait aussi, j'avais mis ça de côté. Pourquoi le héros s'appelle Zéphyr? Il faut savoir que Zéphyr, c'est un dieu. Non, c'est pas vraiment un dieu. C'est la personnification du vent. Voilà. C'est pas vraiment un dieu. C'est un vent. C'est le vent de l'ouest ou le vent du nord-ouest, selon les écritures. Et voilà, que dire de plus? Il n'a pas un rôle très important dans la mythologie grecque ou romaine. Donc pourquoi l'appeler Zéphyr, ce héros? Finalement, je sais pas. C'est un vent en plus qui est dans les écritures assez doux, assez calme, sauf peut-être dans le récit de... je crois que c'est dans l'Iliade. Désolé, hein, s'il y a des connaisseurs ici, n'hésitez pas à me dire. Je crois que c'est surtout dans l'Iliade ou dans l'Odyssée que Zéphyr est considéré comme un vent doux ou alors une pluie assez douce. Bref, c'est pas un héros qui va sauver l'humanité et défoncer du démon, quoi. C'est aussi un singe dans Babar. Merci pour la ref. Ah, c'est peut-être ça, hein. C'est peut-être ça. Voilà, bon... que dire de plus? Je sais pas vraiment l'utilité de l'emploi des dieux de l'Olympe, du nom de Zéphyr et de Tartaros. Voilà, je sais pas vraiment quelle est la symbolique là-dedans. Doombreaker, Doom, c'est quand même c'est le jugement dernier dans le christianisme. Là, je suis en train d'essayer de faire un peu de symbolique pour essayer de comprendre le webtoon. Ça peut aussi signifier le destin. Là, ok, on est carrément dans la destinée. La fatalité, le fait que le héros doit embrasser finalement sa quête. Il n'a pas le choix, elle est imposée par les dieux. Là, je comprends un petit peu plus Doombreaker. Il va du coup casser cette fatalité, peut-être. Là, la dimension symbolique prend un sens. Mais l'emploi de la mythologie grecque et Zéphyr, bon, je cherche encore un peu. Je vais le lire et je vous ferai un retour dessus. Ma voix est en train de se barrer. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Oula. Et j'avais mis de côté... Ah, attendez. Pourquoi j'ai mis ça de côté? Je coupe le son. Oh non, c'est un trailer. Bon, il y a beaucoup de trailers. Il y a visiblement des moyens qui sont mis là-dessus. Je ne suis pas hyper convaincue. Bon, je suis pas hyper convaincue. Petit thé citron miel. Tout à fait. Et les Nîmes. Je vais tout à fait faire ça. On va passer à la suite de la pop list. Il s'agit d'un film. Alors,
Le film, en tout cas le trailer, a été dévoilé il y a peu. Je vous le laisse avec le trailer, on se retrouve juste derrière. J'espère que ça fait pas trop peur. 내가 다 왔다고 말했잖아. 보고? 보고는 무슨 보고? 그거 건들. Je vous avais pas changé la scène, bah la bouffonne. PTDR, c'est bon là? C'est bon. Heureusement que je lis le chat des fois. 내가 다 왔다고 말했잖아. Le son c'est normal. 보고는 무슨 보고? Elle est sourde et muette en fait. 그거 건들면 너 죽는다. 내가 말했잖아, 건들지 말라고. 내 목소린 들리지도 않고 경고등도 꺼졌고. 이제는 어쩌냐? 살았네? Alors, il y avait le son. Il y avait le son. Tout simplement, vous l'avez compris dans le trailer, l'héroïne est sourde et muette, c'est pour ça qu'il y avait ce côté un peu immersif où on est dans sa peau. Donc ça s'appelle Midnight Silence et du coup c'est réalisé donc par Oh Sung-kwon, comme vous avez pu le voir dans le trailer. On y retrouve Wi Ha-jun, j'ai vu dans le chat que certains l'avaient, hein, Wi Ha-jun, qui l'ont vu dans Squid Game. Il y avait Ki Joo-jin, Park Hoon, l'éditeur c'est The Jokers, donc a priori bon, on est quand même sur un film sur lequel il y a quand même eu un peu de budget, il y a une belle campagne de communication, etc. On est dans un thriller et on a un serial killer pardon, du coup, qui s'en prend à des jeunes femmes. Et là, bah forcément, l'intérêt, c'est que l'héroïne, comme elle est sourde et muette, comment va-t-elle faire pardon, pour appeler à l'aide, pour s'en sortir, etc. Alors, moi, je suis assez mitigée, dans le sens où c'est quelque chose qu'on a déjà vu et qui avait été très, très, très bien fait sur Netflix, avec Pas un bruit. Je sais pas si vous l'avez vu, le titre original, c'était Hush. Hush. Voilà. Où en gros, on suit une auteure. C'était très très bien réalisé hein, par Mike Flanagan. Une auteure donc de livres qui est sourde et muette. Et elle se retrouve séquestrée chez elle par un tueur en série. Ok ? Je vous mets pas trop le trailer parce que ça fait quand même assez badé. Mais je vous invite grandement, très 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 grandement à le regarder parce que c'est un très très bon film. C'est un très bon film. Mike Flanagan, pardon, c'est le mari de l'héroïne principale d'ailleurs du film et il a réalisé notamment The Haunting of Hill House, The Haunting of Blind Manor. Voilà, cette série d'anthologie d'horreur
mettant en scène des maisons hantées et qui donc met largement en avant, au-delà d'histoires de fantômes, et bien plutôt des histoires de deuil, des histoires d'héritage familiaux, etc. C'est très bien réalisé, très bien écrit, et ça c'est un de ces films, et honnêtement je vous invite très très grandement à regarder. Ça s'appelle Pas un bruit sur Netflix. Donc disons que le concept d'un serial killer qui s'en prend à une sourde et muette, bon, déjà vu et très bien exécuté par Mike Flanagan. Cela dit, moi, je suis quand même très cliente de Wee Ha-Jun, donc le serial killer. On l'a déjà vu dans des dramas jouer des rôles de héros, un peu anti-héros, un peu bad boy, un peu... voilà. Je trouve quand même qu'il est très intéressant. Il est capable de montrer plusieurs facettes, une palette d'expressions très intéressante. Donc moi, c'est plutôt sa carrière à lui qui m'intéresse et que je vais suivre. Je vais pas vous mentir que la presse qui a déjà vu donc le film a pas été hyper convaincue, hyper dithyrambique. On est sur, là je regarde les notes, je vois, bon, des séquences énergiques, ok. On saura trouver des qualités à la réalisation du film, qui réussit à proposer quelques séquences énergiques dans les multiples courses-poursuites du film, avec des mouvements de caméra qui nous placent au cœur de l'action, ok. Mais encore, les clichés reviennent vite, comme dans cette séquence où le tueur détruit une porte à la hache. Bon, vous avez vu Shining, hein, ça s'appelle un clin d'œil, ni plus ni moins. Mais c'est vrai que ça peut vite faire copier-coller assez paresseux, quoi. Un serial killer banal. Là, je vous trouve dur, les gars. Je vous trouve dur. Mais je comprends la critique quand je lis un manque d'imagination exacerbé par la médiocrité du tueur en série face à elle. Sans motivation claire ni personnalité forte, multipliant sans cesse les rictus de tête à claque plutôt que de susciter le moindre effroi. En fait, le mec est juste fou, quoi. Donc, c'est sûr que en fait, les critiques de cinéma aussi qui ont vu des chefs-d'œuvre comme Minari, comme Parasite, etc., se retrouvent face à un thriller qui a l'air de manquer de relief. Pourtant, je trouve que Wee Ha-Jun propose quelque chose. Voilà. Nina Kosan, coucou. On était en train de parler du film Midnight Silence, qui est donc un film, un thriller, considéré comme tout public. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord pour le coup, il est un peu violent. C'est sorti en 2021 et c'est déjà disponible à la Fnac et sur Amazon en DVD Blu-ray. Bon, les critiques sont pas forcément extrêmement douces avec le film. Ça remporte une note globale de 7 sur 10 qui est quand même très correcte, très très bien. Voilà, vous avez des critiques qui donnent 2 sur 10, d'autres qui donnent 8 sur 10. C'est très mitigé. Ça dépend aussi du degré de connaissance, je pense, des critiques du cinéma coréen. Voilà. Ça dépend quand même largement de ça aussi. Est-ce que je le regarderai? Certainement. Si je suis pas quand même convaincue par la bande-annonce, voilà. Hein. On va passer au reste de la pop list. Et c'est un livre, c'est un roman. Et c'est une belle histoire. Vous l'avez? Vous l'avez. Alors, je sais que... Attention les yeux. Je sais pas, j'ai un problème de gamma visiblement sur mon écran. Tout est très blanc. On est chez Albin Michel. Et ça s'appelle Ce que nous confions au vent. Ok? C'est signé Laura Imai Messina. Traduit par Marianne Faux-Robert. Un roman d'une immense délicatesse, nous dit Paris Match. Sur les pentes abruptes du mont Kujirayama, au milieu d'un immense jardin, se dresse une cabine téléphonique, le téléphone du vent. Chaque année, des milliers de personnes décrochent le combiné pour confier au vent des messages à destination de leurs proches disparus. On est dans une ambiance. En perdant sa mère et sa fille emportées par le tsunami de 2011, Yui a perdu le sens de sa vie. C'est pour leur exprimer sa peine qu'elle se rend au mont Kujirayama où elle rencontre Takeshi qui élève seule sa petite fille. Mais une fois sur place, Yui ne trouve plus ses mots. C'est un endroit réel, et ça je vais vous en parler, qui a inspiré à Laura Imai Messina ce magnifique roman. Ode à la délicatesse des sentiments, Ce que nous confions au vent est une puissante histoire de résilience autour de la perte et la force rédemptrice de l'amour. Ça coûte 19,90 €, 13,99 € en numérique, c'est chez Albin Michel. Je vois que dans le chat, certains l'ont lu. Alors, Ce que nous confions au vent, c'est
un des romans sur lesquels je suis en ce moment. C'est un roman sur la reconstruction. Donc voilà, et sachez que c'est un véritable lieu, c'est un lieu qui existe, c'est un japonais à la retraite qui a installé en fait dans son jardin une cabine téléphonique où ses compatriotes peuvent appeler entre guillemets leurs proches qui ont disparu dans le tsunami de mars 2011. Donc c'est une idée qui a du coup inspiré ce roman. Je trouve que l'idée est très très belle. Voilà. Eve en a parlé, c'est probable. C'est très très probable. C'est très très probable. Donc du coup, on en apprend un petit peu plus sur ce personnage principal, Yui, qui habite Tokyo, qui anime une émission de radio dans laquelle des anonymes racontent leurs difficultés du quotidien, leur petit bonheur aussi. Et du coup, elle entend parler du téléphone du vent. Il faut savoir donc que ce personnage principal, Yui, a perdu sa fille et sa mère dans le tsunami. Et du coup, elle, à la recherche de cette cabine téléphonique pour leur adresser ces derniers mots, elle rencontre donc Takeshi, un chirurgien qui a perdu sa femme dans la catastrophe et dont la fille est devenue muette après le drame. Ça me rappelle le film Amy, qui était sorti au cinéma en 95-16, où on suivait une petite fille dans un festival accompagnée par ses parents aux États-Unis. Elle est sourde et muette. Et c'était un très très beau film. Donc ça m'a fait penser à ça. Et du coup, l'auteur, donc Laura Imai Messina, c'est une auteure d'origine italienne qui connaît très très bien le Japon puisqu'elle y vit depuis 15 ans avec son mari qui est japonais et leurs 2 enfants. Et du coup, elle a écrit plusieurs livres sur la culture japonaise qui n'ont pas été traduits en français. Donc on a beaucoup de chance que celui-ci arrive chez Albin Michel. Et du coup, ça nous offre déjà une très belle perspective sur la culture japonaise, mais aussi une très belle image sur la reconstruction, sur le deuil, sur aussi l'impact qu'a eu le tsunami de 2011. Donc voilà, on a des très belles discussions entre ces 2 personnages, de Yui et Takeshi, et qui donnent aussi des thèmes qui sont chers aux Japonais, puisqu'on y aborde l'éducation des enfants, ou encore l'hommage qui est rendu aux défunts. C'est vrai que c'est la 2e fois qu'on parle de vent dans cette émission. Ce que nous confions au vent, c'est sorti le 31 mars 2021. Je ne saurais que vous le recommander. Voilà, j'en parlerai également aussi dans mes recos de Mangassure aujourd'hui à 16h30 sur le stream. Voilà. Ça nous fait pas mal de choses. Hein. Ça nous fait pas mal de choses. Je vais vous montrer ça quand même, parce que je vous ai dit que c'était un lieu réel, mais le mieux c'est de vous le montrer. La cabine du vent. Voilà. Vous avez un film et un documentaire Kaze no Denwa. Et il y a un documentaire justement, oula, je baisse le son, qui est gratuit, intégralement gratuit, qui dure 24 minutes sur le site d'Arte. On oublie à quel point c'est de la bombe, Arte. Hop. Voilà. Ça s'appelle Japon Tsunami, le téléphone du vent. Une cabine téléphonique étrange baptisée le téléphone du vent, connectée à aucun réseau, située dans la préfecture d'Iwate, dévastée par le tsunami de 2011. Le téléphone du vent Kaze no Denwa est devenu un phénomène de société. C'est un vieil homme qui a eu l'idée de l'installer dans son jardin à Otsuchi. Je vous invite vraiment à le regarder. C'est édifiant. Voilà. Vous l'avez sur le site d'Arte. Je perds ma voix, je suis désolée. Oui, Alibaba Cosmic, ce sont des lentilles. Et sur YouTube aussi, c'est bon à savoir, merci beaucoup. Il y a de très très bons documentaires qui sont accessibles gratuitement sur YouTube, sur leur chaîne en tout cas, leur chaîne YouTube Arte. Et puis ils sont aussi sur Twitch, il faut le dire, parce qu'ils animent des tables rondes qui sont très intéressantes et j'avais eu la chance d'y participer.